Soyez les bienvenus. Hello from France, Grégory, ça va bien? Alors, ici, on est au, au Québec. Moi, je suis à Trois-Rivières. Quel temps il fait? En tout cas, il fait super beau chez nous. Il fait 23 degrés. Pas longtemps qu'il fait beau, donc on est content. Hello, Pauline. Pauline qui a quitté le Québec lâchement l'hiver dernier, l'été dernier. Non, je sais plus. Ça va bientôt faire un petit bout de temps. Ouais. Bon, 12h30 ici, 18h30 en France. On va pas tarder à démarrer. Je sais pas. Je vois pas combien il y a de monde qui participe, vu qu'on est sur plusieurs canaux, à la fois sur YouTube et sur LinkedIn. On teste un petit peu tout. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé StreamYard. La dernière fois que j'ai utilisé ça, c'était pendant 16 heures d'affilée pour l'Alsace Fan Day, donc il y a quelques temps. Allez, on va pas tarder à démarrer. On a un programme assez dense. Cerveau IA collaboratif et souverain. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, vous les posez en commentaire. Fanny est là justement pour m'aider à pas louper des infos ou des questions qui pourraient être pertinentes. Je vais aller assez vite sur les principes de base. Et puis après, je finirai par une démo de la toute nouvelle version de Naratech. Vous serez les premiers à voir tout ça. Souvenez-vous, 16 heures de stream, formidable. Ouais. Allez, on démarre. Cerveau IA collaboratif et souverain. C'est un titre qui peut porter à confusion, on peut se poser des questions. L'ère de l'intelligence artificielle, on nous parle de plein de choses, tous les jours il y a des nouveautés. On ne sait plus trop où donner de la tête en matière d'intelligence artificielle. Entre les LLM, les logiciels, les plateformes, les agents, les automatisations, etc. Chaque nouveau jour nous apporte son lot d'annonces sur l'intelligence artificielle. Alors, l'objectif aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une démonstration de comment utiliser Gamma pour faire des présentations ou ChatGPT. Vous n'allez pas trouver dans ma présentation un florilège de prompts géniaux ou comment tester un N8N dans votre automatisation. On va plutôt se poser la question de, une fois qu'on a toutes ces intelligences artificielles, qu'est-ce qu'on fait de notre savoir? L'objectif de cette présentation, c'est d'attacher de l'importance à quelque chose qui me tient à cœur depuis des années. C'est qu'on redéfinisse la valeur du savoir. Les expertises, on a l'impression qu'on les perd ces derniers temps parce que certains ont acquis de l'expérience au fil des années et on a l'impression qu'il suffit d'un prompt aujourd'hui pour balayer des années d'expérience et que le savoir finalement perd de la valeur. Et l'objectif aujourd'hui, c'est justement de montrer que
dans ce florilège d'informations qui défilent, le savoir va reprendre de plus en plus de valeur dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'espère aussi. Euh, et le but, c'est de voir comment est-ce qu'on peut structurer ce savoir et comment est-ce que on va pouvoir créer les conditions de partager ce savoir, de le collaborer à plusieurs autour du savoir et pas que avec les intelligences artificielles. Et un point aussi extrêmement important quand on parle d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui concerne la confidentialité et la souveraineté. Alors, petit rappel, si vous pensez que vous n'avez pas de savoir dans vos fichiers, si tout ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites grâce à ChatGPT, on ne va pas pouvoir vous aider aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment si vous avez de la documentation, si vous avez écrit des choses et si vous avez rassemblé un savoir, que ça va être utile. Mais par contre, si vous avez besoin d'être inspiré, de trouver de l'inspiration parce que vous avez une feuille blanche, ChatGPT fait très bien ce travail. Euh, et si vous n'avez pas votre propre expertise, euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'aura que peu d'intérêt pour vous. Alors, la mémoire d'entreprise à l'ère du numérique, c'est quoi? Euh, Rapidement, quelques chiffres. 80% des données d'entreprise, donc ça c'est IBM apparemment qui a sorti une étude il y a quelques années pour nous avertir que 80% des données d'entreprise sont ce qu'on appelle des dark data, c'est-à-dire des données qu'on n'utilise pas ou très très peu, qui vont être stockées quelque part sur nos disques durs, dans nos fichiers, etc., mais pas forcément exploitées. Un collaborateur passe 20% de son temps à chercher une information. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'est souvent arrivé de savoir que j'avais écrit quelque chose, mais alors où est-ce que je l'ai stocké, dans quelle vidéo c'était ou dans quel document, heu, ça devient très vite compliqué et on passe beaucoup de temps à chercher. Alors quand nous on l'a écrit ou quand nous on l'a produit, ça va encore, mais quand, c'est un collaborateur et en fonction de l'organisation dans laquelle on est, ça peut, vite être, très, très compliqué. 50 des erreurs en entreprise, sont dues au manque de transmission de l'information. C'est, l'information, elle n'est pas passée. Alors en communication d'entreprise, et cetera, mais si on ne sait pas où chercher l'information, forcément, on va commettre des erreurs ou on va perdre du temps à essayer de les rattraper. Les moyens de stockage, ces dernières années, forcément, on les a accumulés. Pour ceux, comme moi qui ont connu l'informatique, heu, fin des années 90, début des années 2000, des supports de stockage, on en a vu passer un paquet sous différentes formes et au fur et à mesure, on les a sauvegardés et mis sur des nouveaux supports. Donc ceux qui ont connu les disquettes, heu, les disquettes zip, ensuite les disques durs, et cetera, jusqu'à plus récemment, ces 15 dernières années, le cloud et la capacité que ça nous a offert de multiplier encore les moyens de stockage de manière virtuelle presque. Et après, les logiciels dans lesquels on peut avoir stocké de l'information sont également multiples, hein. On a tous commencé avec Note sur son iPhone et puis ensuite,
on a pris toutes les notes, on les a mis dans Evernote, et puis est arrivé Notion, et puis on a tout migré dans Notion, et ainsi de suite, avec de la perte d'informations au fur et à mesure. Alors certains d'entre vous sont peut-être extrêmement organisés, tant mieux, mais c'est pas toujours le cas, et même quand on est organisé et qu'on traite beaucoup d'informations, forcément, on en perd. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on garde toute cette information? Vous vous êtes, certainement dit: «Ben, ça, je le garde au cas où». Heu, faut dire aussi que, hem, ben, le stockage est devenu, quelque chose d'assez, facile à obtenir. Hein, quand on avait, des disquettes de quelques, octets, voire quelques mégas, ben, on faisait attention à ce qu'on stockait. Aujourd'hui, on a accès à des téraoctets de disques durs. Ça coûte, presque plus rien, et les formules, de stockage sur le cloud sont, elles aussi gigantesques. Donc on n'a plus de problème de place, ce qui veut dire que, ben, on stocke, et puis on se dit: «On va garder au cas où». Pour l certains, ben, quand, on est une grande organisation, on va essayer de d'organiser, mais, est-ce que tout le monde a, des principes de gouvernance documentaire? Pas toujours le cas, peut-être dans les grands groupes, et encore. Stratégie d'archivage ou politique de cycle de vie des données. C'est autant d'éléments qui, peuvent paraître complètement abscons pour certains, et peut-être, de quelque chose de concret pour d'autres, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on garde parfois, et hem et si on les efface pas, ben, c'est souvent parce que, ben, on a payé pour ce stockage, c'est disponible, donc on n'a pas besoin de produire de nouveaux contenus, puisqu'on sait qu'on l'a quelque part. Faut pas oublier que, le passé c'est pas un designer narratif, qui va dire le contraire, mais garder en mémoire tout ce qui s'est passé dans l'entreprise, les, les essais, les tests, les, l les projets qu'on a pu, essayer, abandonner ou peut-être oublier, sont autant de choses qui font partie de la mémoire de l'entreprise, sans oublier que, ben, les anecdotes, les témoignages, ou les expertises, oubliées sont des choses, heu, sur lesquelles on est parfois content de retomber. Et d'ailleurs, un exemple, assez, concret, que je peux vous donner, c'est celui de l'entreprise Rivalis, qui a d'ailleurs été un point de départ, pour toute cette, réflexion autour de, ce cerveau IA collaboratif, qu'on appelle aussi la bibliothèque narrative. C'est, quand ils ont voulu, rassembler les 30 ans de l'histoire de l'entreprise, qu'ils se sont rendus compte que, ben, ils avaient beaucoup de choses, à stocker, à la fois dans la mémoire de chacun des collaborateurs, sachant que tous les collaborateurs n'étaient plus là, forcément au bout de 30 ans, et toutes ces informations, sont éparpillées, et parfois même perdues. Pour la petite anecdote, on a voulu créer pour, l'événement des 30 ans, on a voulu, refaire vivre la voix du fondateur, Henri Valdan, qui a disparu en 2007. Heu et ben, on pouvait le faire grâce aux nouvelles technologies, en créant un avatar à partir d'une photo, et cetera. Mais on n'a jamais eu, la possibilité de synthétiser sa voix, puisque, cette information a été perdue. On n'a pu retrouver aucun enregistrement, d'Henri Valdan, ce qui fait que, on n'a pas de vidéo,
et on n'a pas de la voix d'Henri. Donc on a dû faire une voix synthétique, mais qui n'était pas la voix d'Henri Valdan. Donc voilà, la perte de données, on s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais quand on en a besoin, on aimerait bien pouvoir y accéder. Et au fur et à mesure des collaborations, des gens qui arrivent ou qui partent, ben, on perd ce lien avec les racines de l'entreprise, les fondamentaux de l'entreprise, et c'est parfois difficile de transmettre ça aux nouveaux arrivants. Rapidement, quelques exemples de dark data. Heu, Support client, vous avez peut-être stocké dans le support client par mail, par Zendesk, par chat, et cetera, des, heu, des questions et des réponses en fonction de votre métier. Ceux qui font du support client en ligne le savent bien. Il y a des outils comme Zendesk que je citais tout à l'heure, qui vont stocker de l'information, mais parfois c'est compliqué de retrouver ou de proposer les meilleures réponses alors qu'elles reviennent systématiquement, et on va se contenter de faire une foire aux questions à laquelle on va pouvoir accéder. Formation interne, heu, comment est-ce qu'on peut créer un référentiel de savoir à partir de documents? Marketing, extraire des contenus qui sont parfois anciens. Ça peut être utile de retrouver des chiffres, des témoignages qui peut-être sur le coup nous paraissent obsolètes, mais, mais on les a perdus. Donc parfois c'est ce qu'on appelle une mine d'or ignorée. Et pour donner encore un exemple concret, on a retrouvé pour un client un fichier PDF de plusieurs centaines de mégas avec des coupures de presse scannées, mais plus personne avait envie de regarder ce qu'il y avait dedans. Ce qui fait que on se privait d'éléments pour le marketing ou la communication, simplement parce que c'était devenu très compliqué de retrouver ces informations, et que plus personne n'avait envie de se tartiner un document de plusieurs centaines de pages de coupures de presse. Si vous vous posez ces questions honnêtement, est-ce que vous serez capable de systématiquement dire si, nous, on est systématiquement bien organisé pour ne pas être obligé de réécrire des choses parce qu'on les retrouve instantanément, ou retrouver de l'information dans ce que j'aime bien appeler le chaos narratif. C'est on sait qu'on a écrit un truc, mais impossible de le retrouver. Et c'est encore plus compliqué si on fait des vidéos avec des interviews, retrouver à quel moment hem, quelqu'un a parlé de tel ou tel sujet, ça devient vite compliqué. Et le service client qui répond souvent aux mêmes questions, comment est-ce qu'on pourrait automatiser ça si on y avait accès plus facilement? Alors on peut se dire, heureusement, maintenant il y a un outil miracle qui résout tous les problèmes, c'est l'intelligence artificielle générative, et ces problèmes-là sont du passé. Hem, D'autant plus que maintenant tout le monde s'y est mis, hein, tous les grands de ce monde, et des nouveaux géants sont apparus ces derniers temps qu'on ne connaissait pas. Alors on a les Google, Facebook, Microsoft et Apple de ce monde qui à intervalles réguliers nous annoncent des nouvelles révolutions, et on a des nouveaux comme OpenAI qui n'existait pas il y a quelques années,
qui est devenue une des boîtes les plus cotées aujourd'hui et dont on parle régulièrement. Ce qui fait que on se dit forcément que les problèmes que je vous ai évoqués tout à l'heure vont forcément être résolus par l'une ou l'autre de ces solutions. Et la question, c'est est-ce que ça crée pas des nouveaux problèmes? Puisque bah, on a une multitude d'outils qui sont à disposition, avec plus ou moins de maturité, mais au final, on se retrouve, en tout cas, je ne sais pas vous, mais si vous êtes un peu au fait des outils, vous utilisez un peu de Google parce que vous avez un abonnement à Workspace, donc vous allez créer des documents avec Google. Si vous êtes plus Microsoft, vous allez mettre ça dans Copilot. Euh, Sinon, dans ChatGPT, dans Mistral, et on se retrouve à générer encore plus de documents. C'est-à-dire que, en plus, les IA sont très volubiles, donc elles vont écrire bien plus vite que nous et nous sortir des choses de plus en plus euh, volubiles, ce qui fait qu'on se retrouve avec encore plus de documents. Et si on multiplie les outils parce que un jour c'est OpenAI qui sort un outil plus performant que Google, et le lendemain on va butiner sur les différentes solutions et on va se retrouver de nouveau à multiplier les outils et donc les datas. Euh, un élément qui n'est pas anodin, surtout ces derniers mois, avec l'actualité américaine, c'est que on se rend compte aussi de la dépendance aux solutions américaines, puisque les Américains ont pris le lead vraiment sur tous ces outils, aussi bien sur le cloud, donc là où sont stockés nos documents, et les outils pour les traiter, ce qui fait que dans certains cas, dans certaines organisations, c'est pas forcément le cas quand on est un particulier et que on accepte de tout transmettre parce que finalement le confort de la génération de ces modèles est suffisamment important, mais dans certains cas, ben, on ne veut pas donner ces informations à des géants américains. On a des clients qui ont des données très confidentielles sur des contrats et qui se privent d'utiliser l'intelligence artificielle parce que bah, ils ne veulent pas déposer 3000 contrats confidentiels dans ChatGPT ou dans Google Gemini ou une autre solution. Donc, soit on se retrouve dans dans un moment un peu délicat de est-ce que je l'utilise quand même sans le dire dans l'entreprise et on se retrouve parfois avec des collaborateurs qui vont utiliser ces outils alors que la politique de l'entreprise l'interdit. C'est encore plus flagrant dans des institutions. On a pas mal de clients institutionnels qui ont des politiques de confidentialité extrêmement rigoureuses et pour lesquelles c'est très difficile de trouver une solution LLM qui va répondre à toutes les contraintes. Euh, Autre élément pas toujours agréable, c'est de savoir que si je donne tout à OpenAI, même si je décoche la case ne pas utiliser, les, on a souvent des cas où on se rend compte que OpenAI et tous ces géants-là n'ont qu'offert finalement de, de règles d'utilisation de votre savoir, quoi qu'il en soit. Dès que vous publiez des choses dans ces grandes plateformes, attendez-vous à ce que bah, ils entraînent leur modèle de langage sur votre savoir et que ben, votre savoir peut être utilisé par d'autres finalement. Et autre problème, c'est souvent quand on a des comptes sur ChatGPT, ben, on a un travail individuel
mais travailler de manière collective à plusieurs dans une entreprise, c'est pas toujours évident. Venons-en maintenant à ce fameux cerveau IA collaboratif et souverain. La définition qu'on peut en donner, elle est assez simple. C'est, comment je peux donner un maximum d'informations, de manière à entraîner à utiliser finalement une intelligence artificielle pour pouvoir, retrouver des données, dans une multitude de documents. On connaît, les bases de connaissances, nous on appelle ça la bibliothèque narrative et de ce fait, on a créé un produit qui s'appelle Narratech, qui est finalement la synthèse d'une bibliothèque narrative, mais pas que. En fait, ça n'est pas que du narratif, donc c'est une base de connaissances dans laquelle on peut y mettre énormément d'informations et les principes fondamentaux, c'est, ces 3 éléments, qui sont importants. C'est il faut que ça puisse être collaboratif, on peut y travailler à plusieurs, que ce soit souverain d'une certaine manière, qu'on puisse quand même garantir la confidentialité des données qu'on va traiter et assisté par l'intelligence artificielle. Euh, c'est indispensable aujourd'hui, on ne peut plus vraiment s'en passer. Après, la grande question, c'est, OK, une fois qu'on a décidé ça, quel LLM on va choisir, quel modèle de langage on va choisir et par quoi on va commencer. Alors, rapidement, hein, je vais pas vous faire un cours magistral sur l'organisation de la donnée. C'est faisable par plein de manières différentes. Euh, on n'a pas une solution magique. Il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il faut passer. Diagnostic de la donnée, déjà savoir qu'est-ce qu'on a en stock et comment est-ce qu'on peut répertorier tout ce qu'on a. Ensuite, il faut, si on est sensible à la souveraineté de l'information, ben, comment est-ce qu'on va sécuriser son infrastructure. Ensuite, comment est-ce qu'on va constituer quelque part un entrepôt dans lequel on va pouvoir déposer toute cette information. Ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir faire travailler une intelligence artificielle sur ces contenus et bien ensuite, les étapes humaines, comment est-ce qu'on implique, ces équipes? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut pouvoir analyser pour pour mieux améliorer, son exploitation et ensuite comment est-ce qu'on alimente continuellement cette base de connaissances pour que ce soit pas juste un instant T qu'on y accède, mais qu'on puisse la rendre vivante. Cas d'usage, on va en passer quelques-uns en revue, mais vous verrez que une fois que on s'est dit j'ai une base de connaissances, peut-être sur mon entreprise, sur une marque, sur un projet, sur de la veille, heu, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Comment est-ce que je vais pouvoir exploiter la puissance de l'intelligence artificielle sur mes propres données? Hein, je rappelle la grande différence avec, ChatGPT, c'est que ChatGPT, ChatGPT ou un autre, il va, heu, il va accumuler tellement de connaissances de partout, c'est pour ça qu'il scanne, l'entièreté de d'internet et que leur défi à eux, c'est d'avoir la plus énorme base de connaissances, le cerveau le plus gros possible. Vous, c'est pas le cas. Vous avez besoin de gérer votre petit patrimoine d'informations, et finalement d'avoir l'information venant de l'extérieur ne vous intéresse pas à ce moment-là. L'objectif étant d'avoir accès à votre propre information et à mieux l'exploiter, que ce soit pour rechercher, retrouver une information, pour répondre à un support client, pour créer de la formation, interne, parfois pour, prendre, plus facilement des décisions.
faire de la veille en interne, la refonte de site. On verra un exemple tout à l'heure où j'ai euh, j'ai mon site qui a quelques années, qui est plein de contenu dans tous les sens, que j'ai agrémenté au fur et à mesure. Et au final, j'ai plus de vision très, très claire de ce que je présente. En tout cas, vu de l'extérieur, ça devient compliqué. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir m'aider à ce niveau-là? Communication, prospective, partage d'expertise et biographie, hein. J'en reviens à un des sujets qui nous passionne dans l'agence Neostoria, c'est la capacité qu'on va avoir d'utiliser le narratif, l'histoire de l'entreprise et tous ces petits moments de l'entreprise pour structurer l'information, aussi bien pour être intelligible de l'extérieur que de l'intérieur. Mmh, alors, je ne sais pas si vous avez des questions, d'ici là. J'ai pas l'impression. Ça se déroule relativement bien. Vous me dites, hein, si jamais je suis, trop lent, trop rapide, et cetera. C'est bon jusqu'ici? On continue? On passe, à la démo? Alors pour la démo, on suit, c'est clair. Merci Grégory, il y en a au moins un qui suit. Alors je vais, changer de, hem, partage. Je vais vous partager ça, comme ça je vais pouvoir basculer après sur de la démo. Alors, je vais pas rentrer dans le détail. En plus, j'ai mon Olivier est pas avec moi. Et vous savez bien que sans Olivier, je suis perdu sur toute la partie technique. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il m'écoute, parce que quand je parle, ça le fatigue. Donc, l'infrastructure de Naratech, pour rappel, Naratech est une solution SaaS qui va résoudre un certain nombre des problèmes que j'ai évoqués là. Et l'objectif, c'est d'avoir un endroit dans lequel je peux tout déverser pour pouvoir utiliser la puissance de l'intelligence artificielle sur ma base de connaissances. Donc, quoi que j'ai en entrée, en input, je peux le basculer dedans, que ce soit mon site internet, une API ou des documents, vidéo, texte, PDF, images, etc. Je balance tout dans mon outil. J'ai ma base de données qui va se constituer et être vectorisée. Et à partir de là, je vais pouvoir traiter l'information en output. Je vais pouvoir réutiliser tout ce que j'ai à ce niveau-là, mais en me basant uniquement sur mon contenu. Alors, rapidement, je vous vois venir, vous allez me poser la question. Quel LLM on a choisi, hein, puisque finalement, c'était une des questions de la souveraineté. Pour l'instant, la solution Naratech se connecte en fonction du niveau de confidentialité dont vous avez besoin. C'est de l'API ou de l'open source. Et en fait, nos clients, en fonction du niveau de sécurité dont ils ont besoin, pour certaines opérations, l'API de ChatGPT va suffire. Pour d'autres, il va falloir travailler sur un serveur dédié avec une solution open source qui est bien cloisonnée et sécurisée. Donc là, on peut choisir différents modèles. Et je l'évoque, on est en train de travailler avec une solution souveraine québécoise, Generia, qui font un travail
assez étonnant pour une petite province comme le Québec. L'intention, en tout cas, de Generia, c'est de proposer une solution souveraine qui soit éco-responsable, puisque tout ce qui est consommé est mesuré et contrebalancé. Je vous laisserai aller voir leur site generia.ai. Euh, vous en entendrez certainement parler dans les prochains temps et on travaille avec eux pour être en capacité justement de proposer une solution vraiment souveraine avec laquelle travailler en fonction, une fois de plus, du niveau de souveraineté. Anne-Solène, oui, quand tu dis tout, ce sont tout. Oui, PDF vidéo, et je vais d'ailleurs vous montrer euh, cette première chose. Donc, alors ceux d'entre vous qui ont déjà pu tester les premières versions bêta de Naratech vont découvrir d'un seul coup la nouvelle interface de... alors, et je vais... tac, je vais aller chercher un autre onglet qui est celui-là, c'est lequel? Oui, allez, on va prendre celui-là. Voilà, donc là vous êtes dans la page d'accueil de la nouvelle version Naratech qui n'est pas encore disponible pour les différents utilisateurs, mais qui est déjà pas mal fonctionnelle. Et donc la première chose quand on arrive sur Naratech, ça va être déjà cette interface où on retrouve un peu le principe de demandez-moi tout ce que vous voulez, hein, très, très sympa. Des applications installées. Donc ici, je vais rafraîchir. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les applications, c'est toutes les applications d'import et les agents qu'on va constituer au fur et à mesure. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, on va regarder. La bibliothèque de fichiers. Donc ça, c'est une bibliothèque qui est liée ici à une base de connaissances qui s'appelle Usage IA Veille. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise et dans laquelle on a déjà un certain nombre d'informations qu'on va retrouver, qui ont été indexées. Lancer une requête, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'accueil, et la possibilité d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. C'est toutes les choses qui vont arriver dans les prochains temps. Alors, j'aime bien faire cette démo, donc là je vais changer de base. Vous avez vu, j'ai plusieurs bases ici, Beluga, Rivalis, Usagia, DigiHub et MeetingMB, comme ça va me permettre de vous montrer différents cas d'usage. Donc là je suis dans la base Rivalis. Et typiquement, pour te montrer Anne-Solène, j'aime bien faire cette démonstration. Je me rappelle que dans une interview, on parle de cigale. Donc je recherche cigale. Je me rends compte que j'ai bien une image ici, si je regarde en détail, j'ai bien une image de cigale. Pourtant, j'ai importé une image qui s'appelle 230 JP Myers. Mais l'outil a automatiquement fait de la reconnaissance de ce qui est dans cette image et c'est bien l'outil qui a écrit cette description précise qui montre un insecte, probablement une cigale. Donc ça m'a permis de retrouver ça. Ça, c'était pour la petite démonstration. Donc si je retourne sur cigale, ce que j'aime beaucoup montrer, c'est ça. C'est donc je vous disais, il parle de cigale, non, en fait, il parle de l'anti-cigale dans une interview et je peux lancer. Il va me retrouver à 18 minutes 38 dans cette interview. Il m'a trouvé l'anti-cigale, la fourmi de l'avenir. Donc, vous avez compris que c'est super intéressant déjà de ce point de vue. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on génère ça. Donc,
J'ai uploadé une vidéo, il m'en a fait un résumé, puisqu'il m'a fait la transcription automatiquement de tout le contenu de la vidéo. Il m'a généré des tags, il m'a identifié toutes les dates. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on veut faire une frise chronologique. Je vous montrerai tout à l'heure. Il va me rassembler toutes les dates et je vais pouvoir, dans ma bibliothèque, faire une recherche uniquement par date de tous les moments qui ont été évoqués partout dans un document PDF. Quelle que soit la source du document, je vais le retrouver dans mes dates et les tags ont été faits automatiquement. Et ce qui devient extrêmement intéressant, c'est que là, je peux déjà commencer à discuter avec mon document. Parce que la cigale, c'est bien beau, mais dans quel contexte évoque-t-il la cigale et pourquoi? Alors, c'est toujours le moment où on tremble hein, quand on fait les démonstrations. Tous ceux qui font des démonstrations le savent. Donc là, je pose la question et normalement, il ne devrait pas trop raconter de conneries puisqu'il ne va se baser que sur le contenu de ce document et pas sur une information qu'il sera allé chercher sur ChatGPT qui n'a aucun intérêt à ce moment-là. Et donc, la cigale est évoquée dans le contexte des leçons d'économie et de gestion, plus précisément comme une métaphore de ceux qui vivent, blablabla. Ok, pourquoi redonne-moi le slogan avec la cigale. Et, et il devrait être en capacité de me retrouver l'information dans laquelle il parle de ça. Donc, le slogan mentionné est l'anti-cigale, la fourmi de l'avenir. Ce slogan évoque la métaphore de la cigale et de la fourmi. Donc, il contextualise l'information sur le document en question et pas en cherchant sur ChatGPT d'autres informations. Je peux à ce moment-là commencer à générer un document. Je pourrais même aller plus loin et dire rédige-moi un texte qui résume ce document pour le publier sur LinkedIn. Et sans avoir fait un prompt ultra poussé, il va être en capacité de me proposer quelque chose que je vais pouvoir exploiter très rapidement. Mais bien sûr, je pourrais lui affecter ici des prompts qui sont bien plus poussés, que j'ai stockés dans ma bibliothèque de prompts et que je vais pouvoir réexploiter comme je veux. Donc là, on est en capacité d'utiliser ce que ferait un ChatGPT si je lui donnais tous mes documents, sauf que là, c'est bien chez moi et j'ai fait plus de choses que je ne pourrais en faire avec ChatGPT puisque, ta question, Anne-Solène, est-ce que je peux ajouter le contenu d'une playlist de YouTube? Tu exagères, mais je vais te montrer que, si je veux ajouter, une vidéo depuis YouTube, je peux le faire. Alors je vais juste changer. Je vais voir si j'ai une autre base de connaissances parce que je vais pas tout mettre là-dedans. Quoique alors, attends, je vais mettre dans DigiHub. Tiens, on va aller dans DigiHub et je vais aller chercher. Donc qu'est-ce que j'ai? Je vais ouvrir mon import YouTube. Qu'est-ce que je vais chercher comme vidéo sur YouTube? Alors, je vais prendre une vidéo de Carlos Diaz, Silicon Carnet, vous connaissez certainement. Je vais mettre là, YouTube. Allez, on va aller chercher une vidéo un peu sympa. J'ai des super vidéos, moi.
Silicon Garnet. Ok, le dernier, pourquoi les investisseurs sont en train de faire... Allez, tac, je prends mon lien YouTube. Je vais être content, Carlos. Je fais importer la vidéo. Il lance l'import. Donc, il me dépose ça. Une fois qu'il l'a déposé, il va passer par différentes phases qui vont être la transcription automatique, la vectorisation de l'information et toutes les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, une playlist, en tant que playlist, si tu as 200 vidéos, c'est certainement faisable. Pour l'instant, notre API va consister à prendre un lien YouTube, le mettre dedans, en faire l'indexation en automatique. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on va le laisser travailler. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc, on en est où dans ma présentation? Je vous ai montré l'interface, je vous ai montré la recherche contextuelle, je vous ai montré qu'on peut dialoguer avec un document. Je vais vous montrer maintenant qu'on est en capacité de lancer une requête. Donc là, je peux lancer des requêtes sur ma bibliothèque. Donc là, je suis dans le DigiHub. DigiHub, j'ai quoi comme document? J'ai pas beaucoup, j'ai quatre vidéos, donc c'est pas énorme. Je change de bibliothèque. Je vais aller dans Rivalis. Ah, tiens, non, je suis allé dans Usage IA Veille, comme ça je vais vous montrer. Donc là, j'ai déjà un peu plus de documents, des textes, des PDF, des vidéos, des audios, des vidéos YouTube. Donc, IA Veille, c'est toute la veille qu'on fait sur les usages de l'intelligence artificielle qu'on peut retrouver ici sur le site usage-ia.com. Et en fait, cette bibliothèque d'informations dans laquelle je stocke toute la veille de l'équipe sur tout ça, je peux lui poser des questions, ok, dans toute ma veille. Euh, Évoque-moi, fais-moi une synthèse de l'IA dans l'agriculture, par exemple. Je ne crois pas l'agriculture, je ne crois pas avoir d'articles sur l'agriculture. Et donc, il va bien se baser sur des archives que j'ai. Alors là, apparemment, c'est une délibération du conseil municipal et 8 cas d'usage d'IA les plus courants en entreprise. Et il a réussi à me faire une synthèse à partir de tout ça. Et alors, ce qui est assez intéressant dans cette nouvelle version, c'est que je peux quand même utiliser ChatGPT. Donc, j'ai un switch pour chatter directement avec OpenAI, là en l'occurrence, mais vous verrez qu'on peut choisir, on pourra choisir par la suite la LLM qu'on veut travailler, et je peux lui poser la même question. Euh, Fais-moi une synthèse euh, sur l'IA et l'agriculture. Et donc là, cette fois, il va aller chercher l'information sur OpenAI et je pourrais même aller, si je veux, faire un web search directement derrière. Donc, je peux switcher entre ma base de connaissances interne et ce qu'il y a sur ChatGPT pour pouvoir me constituer au fur et à mesure de l'information que je vais pouvoir stocker dans ma base de connaissances. C'est là où ça devient intéressant aussi, c'est que je reconstitue mon information dans ma base de connaissances.
À quoi ça peut servir aussi, et c'est la prochaine étape de ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on l'a en interne, c'est très bien. Mais là, en l'occurrence, sur un site internet, ça devient extrêmement intéressant de mettre à disposition sa base de connaissances pour ses visiteurs. Donc là, très rapidement, sur mon site qui est fait avec WordPress, j'ai ici un chatbot qui s'appuie sur ma base de connaissances pour répondre aux questions des visiteurs. Donc là, j'ai, alors c'est des questions basiques qu'on peut créer dans le module WordPress que je vous montrerai tout à l'heure. Mais là, oui, il est capable de répondre et de donner les sources dans lesquelles il a puisé l'information. Et ça, mon visiteur peut poser des questions comme ça directement. Si l'information, elle est dans la base de connaissances, il va être en capacité d'y répondre. Si elle l'est pas, il va dire: «Je ne sais pas». Donc c'est très pratique sur n'importe quel site internet. Votre site d'entreprise, heu, on peut récupérer l'entièreté du contenu de votre site d'entreprise et déployer en quelques minutes un agent conversationnel qui ne dira pas de conneries puisqu'il se base sur le contenu de votre site pour y répondre. Donc ça c'est un des usages aussi de cet outil. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc vous avez vu, chatbot. Si je vous partage maintenant mon document. Alors oui, la vidéo, alors on va essayer de voir. Je vais retourner pour voir si dans DigiHub, est-ce qu'il m'a récupéré ma vidéo? Pourquoi les investisseurs sont en train de faire faillite? Donc ça, c'est ce que j'ai importé tout à l'heure. Est-ce qu'il a fini? Oui, il m'a fait le résumé. Il m'a sorti toutes les dates, il m'a mis tous les tags et il m'a fait la transcription de l'ensemble du, euh, du podcast. Et je vais commencer à pouvoir poser des questions directement sur ce document. Mais encore mieux, je vais pouvoir euh, publier ce document à l'extérieur et le rendre disponible. Donc, si vous faites des vidéos, si vous faites des vidéos de formation, Anne-Solène, c'est pas du tout toi que je vise, n'est-ce pas? Si vous faites des podcasts, vous pouvez instantanément rendre disponible le contenu de votre podcast en dialogue avec vos utilisateurs. Donc là, vous avez vu en combien de temps j'ai généré ça. Je peux cliquer sur résumer en 200 mots et ça, c'est une URL que je peux partager en public. Résumé en 200 mots, il va être en capacité de me faire un résumé de la vidéo et me donner les moments qui sont évoqués pour ce résumé. Donc, je vais pouvoir retrouver de l'information dans ma vidéo et la mettre à disposition à l'extérieur pour les visiteurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, Christophe me dit: «Je confirme, super simple à installer». En effet, le module WordPress, on est assez fiers de ce qu'on a mis au point puisque, alors je vais pas vous le montrer, j'ai une copie d'écran, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, on va basculer, on va arrêter, on va présenter. Tac, fenêtre, il est où? Il est là. Donc c'est un module WordPress qui s'installe de manière très simple sur n'importe quel site. Pour l'instant, c'est que WordPress, mais j'anticipe la question de pouvoir l'installer sur d'autres systèmes. Bien sûr, c'est faisable. Et la donne va récupérer l'ensemble des contenus, le lier à votre base de connaissances, et en 3 minutes, allez, sans exagérer, n'est-ce pas Christophe? En 3 minutes, vous avez votre robot conversationnel installé sur votre site et immédiatement exploitable, sans lancer des entraînements
fatigants ou des choses qui sont pénibles à mettre en œuvre pour tous ceux qui ont essayé de le faire récemment. Et il ne va pas dire de conneries. Et en plus, vous avez la possibilité de rechercher l'information. Donc là, je suis... alors, je vais basculer sur une base. Ça, c'est ma grosse machine. Donc, j'ai un peu trop de choses dedans. Donc, si je retourne sur ma base, usage veille, je vais avoir, par exemple, mon agent WordPress. Donc, ça, c'est toutes les conversations qui ont eu lieu avec mon agent installé sur usage veille. Je vois toutes les questions qui ont été posées, les plus débiles comme les plus utiles. Et chaque fois qu'il ne sait pas répondre, il va me mettre une alerte en disant qu'il n'a pas su répondre. Ce qui fait que moi, je vais pouvoir manuellement répondre à la question, l'enregistrer et rendre cette réponse immédiatement disponible pour les visiteurs si jamais quelqu'un d'autre pose une question aussi débile que l'IA et les communistes. Voilà, ça c'était pour cette présentation. Donc, je vous ai montré l'import YouTube, import de documents, c'est encore plus simple. Hein, là, choisissez les PDF, vous pouvez mettre une image, un PDF, un document texte, etc. Il va être en capacité de faire de la reconnaissance de caractères dans tous les documents et d'indexer de la même manière et vectoriser l'ensemble de l'information. De même, import audio, etc. Autre fonction dont on est vraiment fier dans Naratech, c'est la capacité de créer des assistants conversationnels intégrés à d'autres applications. Ici, vous avez le logiciel Henri, qui est un logiciel en SaaS installé en France qui fait devis-facture, hein, un peu comme QuickBook chez nous. Devis-facture, à peu près 200 000 utilisateurs. Et depuis peu, en collaboration avec l'éditeur de logiciels, on a créé des assistants conversationnels. Donc, les clients de Henri, c'est des très petites entreprises, donc qui n'utilisent pas forcément ChatGPT ou qui vont pas avoir des prompts en tête et qui vont pas passer leur journée là-dessus. Mais par contre, on a mis à disposition de l'ensemble de ces utilisateurs des petits assistants qui vont être en capacité de répondre aux principales questions en s'appuyant sur la base de connaissances de l'utilisateur et sur l'expertise de Henri en matière de réponse aux questions juridiques, par exemple. Donc c'est assez, alors c'est tout nouveau, ça se met en place au fur et à mesure, mais c'est assez fascinant de voir que en connectant les 50 derniers devis de l'entreprise à un assistant qui est bien entraîné, on peut proposer des, des conversations et des documentations très fournies en fonction du besoin de l'utilisateur, sans qu'il ait à se poser vraiment de questions de comment je vais l'utiliser. Donc voilà un peu les différents usages. Je vais vous faire encore une petite démo pour voir, parce que je suis quelqu'un de joueur et que jusqu'ici, ça se passe bien. Alors, je vais vous montrer, je vais vous partager ça. Et donc les campagnes, alors, donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est en cours de construction, un assistant campagne collective. Donc, typiquement, c'est un assistant qui a été créé pour un réseau de franchisés. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'on a des conseillers Rivalis, donc ils n'ont pas encore vu ça, puisqu'on est en train de le tester.
on fait des campagnes, ils font des campagnes collectives sur certains sujets. Et donc, quel sujet de campagne collective souhaites-tu qu'on prépare ensemble? Donc, le conseiller va juste répondre le projet de vie de l'entrepreneur, par exemple. Et là, il va être en capacité de proposer une publication longue euh, qui va répondre en se basant sur la base de connaissances de la marque pour proposer un contenu qui soit prêt à être utilisé par l'ensemble du réseau Rivalis avec une structure intéressante et créer des assistants comme ça, bah, c'est une des fonctions qu'on va proposer dans les prochains temps. Donc là, il va jusqu'à... Donc là, on a publication un peu plus courte pour LinkedIn, par exemple, et on va jusqu'à générer un billet de blog prêt à être utilisé par, les différents clients. Et alors, on va voir ça. Augustin, c'est ton heure de gloire. Donc, Augustin, qui travaille chez Neostoria, on est en train de préparer un certain nombre de robots conversationnels pour l'Alsace Fan Day. Comme quoi, on n'est jamais loin de notre Alsace. Alors, je les connais pas, hein, on va essayer. C'est quoi, Soleil Bissama? Quel prénom et nom souhaitez-vous transformer en version alsacienne? Ben, on va dire Christophe Thiel, tiens, on va voir s'il est capable de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Désormais, tu t'appelles Christophe Alatilaim. Voilà. C'était pour la blague du jour. Fanny a souri, c'est l'essentiel. Euh, Après, on peut faire de quoi veux-tu qu'on cause de Google. Et il devrait être en capacité de me proposer des choses. Donc, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, tu as bien raison de parler de Google Ops. Donc, il est capable de répondre. Euh, on est même en train de travailler sur un générateur d'images. Donc, on peut connecter absolument tout ce qu'on veut derrière. Donc là, c'est absolument nul. Donc voilà. Comme quoi, hein, les démos ne marchent pas toujours. Donc, le générateur d'images est à revoir. Donc ça, c'est la partie agent web. Tout ça, forcément, ce sont des fonctions qui vont être disponibles dans la prochaine version de Naratech. Les usages, vous avez compris, nous, on les découvre au fur et à mesure Alors, attends, je vais repasser sur ma présentation. Je n'étais où? Je vous enverrai éventuellement les différents écrans. Les usages, nous, on nous en propose tous les jours des nouveaux. Stratégie éditoriale, refonte de site, module Zendesk, monétiser son expertise. On va pas pouvoir le développer là aujourd'hui, mais notre objectif, c'est de vous donner la possibilité de créer des bases de connaissances sur votre expertise et de les rendre disponibles moyennant monétisation à vos utilisateurs. Ce qui veut dire que, par exemple, Anne Solène, vous faites des formations, vous pourriez mettre à disposition un agent conversationnel se basant sur toutes vos formations vidéo et euh, leur donner la possibilité de poser des questions sur le contenu, de revenir, de retrouver de l'information, de synthétiser les choses en fonction de l'objectif de l'utilisateur et pas forcément toujours sur une mécanique linéaire de formation. Mais notamment avec Christophe, on travaille sur l'expertise de l'e-réputation avec son agence Bluebot. Et on est en train de créer des assistants qui vont permettre à
à des utilisateurs de pouvoir s'appuyer sur l'expertise e-réputation de Bluebot à travers un agent conversationnel, heu et tout ça en donnant de la valeur à cette, heu, à cette expertise. Offrir des assistants à une communauté. On est en train, vous avez vu ce qu'on propose dans Henri, et on est en train de créer avec des collectivités, des assistants qui vont permettre de simplifier l'usage de n'importe qui dans la collectivité. Avec des offices de tourisme, on va pouvoir proposer des choses qui sont faites par certains et de les mettre à disposition à d'autres offices de tourisme pour pouvoir créer une communauté d'usage sans perdre cette information et en la cloisonnant de telle façon à ce qu'elle soit bénéfique à tous ceux qui veulent l'utiliser. Upcycler des contenus, pouvoir réutiliser tout ça. Alors, forcément, la question de combien ça coûte, la version que je vous ai montrée va être disponible dans les prochains jours en test. Elle va passer en V1 d'ici quelques jours. Les formules, c'est on a différents leviers sur lesquels on travaille. Il y a ce qu'on appelle les tokens. Vous avez compris qu'on utilise beaucoup d'intelligence artificielle, pas une seule, on en utilise une multitude et on peut switcher de l'une vers l'autre sans difficulté. Le but étant de toujours optimiser son usage. Donc on a des tokens NRTOC, donc qui vont correspondre par exemple à 1000 requêtes web, qui vont correspondre à 10 000 requêtes internes, qui vont également correspondre à 500 générations d'images ou 600 minutes de transcription audio ou vidéo. Donc ce sont des crédits sur lesquels vous allez pouvoir avoir des usages en fonction des formules que vous allez choisir. Nos, notre mode de calcul va dépendre de votre usage. Soit vous êtes un simple, entre guillemets, utilisateur final, vous n'aurez forcément pas le même tarif que une communauté, une organisation ou une agence qui va être multibase et qui va pouvoir mettre à disposition de ses clients un certain nombre de services. Mais on est sur des prestations d'installation et de paramétrage d'une formule en fonction des besoins que vous avez. Ensuite, c'est des abonnements mensuels à partir de 35 € par mois par base et des achats de tokens en fonction de votre utilisation. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir tester puisque comme vous avez été sage et que vous êtes resté jusqu'au bout, on va vous donner la possibilité dans les prochains jours. Il faudra juste que Olivier accepte d'ouvrir la nouvelle version à nos utilisateurs. Mais vous aurez la possibilité de tester gratuitement pendant 30 jours la nouvelle interface. On vous y mettra les modules au fur et à... Ah, il est là. Au fur et à mesure les modules qui sont optimisés. Vous avez compris qu'on a un certain nombre de modules. Je n'ai pas partagé l'ancienne l'ancienne interface qui a bien plus de fonctionnalités disponibles, mais qu'on réintègre dans la nouvelle interface que vous avez vue. Donc 30 jours d'essai, 10 000 tokens Naratech. Voilà. Globalement, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment fatidique de voir si on arrive à lire les commentaires au fur et à mesure. Alors, je vous partage pas le bon en fait. Ça. Tac, tac. Voilà, c'est ça. C'est ça que vous vouliez savoir.
Donc, période d'essai, 30 jours, 10 000 tokens Naratech. Et les formules, ça va être en fonction de votre niveau de déploiement. Donc, on a des agences web, par exemple, qui vont installer des modules WordPress à leurs clients et on leur crée une formule spécifique. On a des agences comme Bluebot qui veut créer des assistants pour ses clients. Donc là, forcément, c'est un peu de prestation puisqu'il y a de la création de scripts particuliers. Mais vous avez compris qu'on peut y connecter tout ce qu'on veut en entrée et surtout exploiter ce qu'on veut voir derrière. Est-ce que cette solution a déjà été intégrée avec des CRM comme Salesforce? Non, pas pour l'instant, puisqu'on n'a pas eu de cas d'usage pour l'instant de Salesforce. Mais François, je t'invite à m'envoyer un email pour en discuter. Et pourquoi pas? Comme dit, dès l'instant où il y a des API, on peut se connecter. Les prochaines étapes pour les connecteurs, ça va être des connecteurs Zapier, des connecteurs N8N, etc. pour pouvoir ouvrir un maximum de choses, des connecteurs LinkedIn pour pouvoir récupérer tout le contenu de ce que vous avez publié euh, ces dernières années et forcément au fur et à mesure tout ce qu'on va pouvoir prendre pour injecter et réutiliser toute sa base de connaissances va être utile. C'est très clair, je comprends. Invitation à participer à la présentation, très intéressante. JD travaille sur un projet. S'il n'a pas vu cette présentation, je lui présenterai. Belle journée. Merci à toi, Anne-Solène. D'autres questions avant qu'on se quitte? Si c'est pas le cas, bah, écoutez, moi je vous souhaite de passer encore une bonne soirée. Merci François. À la prochaine. N'hésite pas, envoie-nous un mail. Allez sur naratech.io, sur le formulaire. Vous remplissez. On se fera un plaisir d'y répondre. Et dans les prochains jours, vous recevrez vos accès. Ceux qui sont déjà utilisateurs de la solution vont avoir le lien pour la nouvelle interface. Et ceux qui ont encore qui n'ont pas de compte, ben, on vous enverra un mail pour savoir si ça vous intéresse. Ok? Ben écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée en France et une bonne après-midi au Québec.